commence par le Mali avec un certain nombre d'informations sur le terrain militaire. En pleine préparation de leur retrait, les militaires français ont annoncé avoir capturé Oumeya Ould al-Bakay, haut responsable de l'État islamique au Grand Sahara, dans la région du Gourma. De leur côté, des médias révèlent que les assistants techniques russes ont progressé ces derniers jours et occupent désormais la ville de Ménaka, dans le nord-est du pays, à la frontière avec le Niger, alors même que la région est en proie à de terribles attaques djihadistes de la branche sahélienne du fameux groupe État islamique. Peut-on voir dans l'activisme de Barkhane et des Russes une sorte de concurrence, de course à l'action d'éclat, ou alors un partage des rôles, Hamzat? Je crois qu'il y a déjà un timing assez particulier, puisque cette arrestation intervient dans le contexte du démantèlement de Barkhane et de Takuba, puisque Ménaka était également la base prévue pour Takuba. Donc on est relativement surpris que cela survienne au moment où les Français partent. Et dans le même temps, c'est en termes de communication pour la France quelque chose de très stratégique, puisque ça donne l'impression qu'ils font effectivement, comme ils disaient le faire, le travail jusqu'au bout. Dans le même Ils font le travail jusqu'au bout, mais on les chasse quand même. Mais on les chasse quand même. Donc ils se complaisent, je dirais, dans ce rôle de, d'arroseur arrosé, qui est assez particulier. Et puis dans le même temps, effectivement, il y a la concurrence avec les Russes, qui sont en train donc d'accompagner la montée en force des forces armées maliennes. Et évidemment, la nécessité pour la France de montrer qu'elle obtient des résultats sur le terrain pour éviter justement que la présence russe ne soit davantage plébiscitée dans les pays voisins. Alors, officiellement, la France n'a jamais officiellement dit qu'elle allait se réinstaller au Niger, mais on voit bien que c'est ce qui est quand même prévu. Et je pense qu'on est sur une sorte de positionnement où effectivement les Russes vont soutenir le Mali et la France va se positionner au niveau du Niger, donc une sorte de guerre froide par pays interposés, et qui vise aussi quelque part du côté de la France à endiguer l'expansion de la présence russe, notamment dans les pays voisins également touchés par l'insécurité ou le terrorisme, avec cette idée que si l'opinion publique des pays voisins, notamment Burkina Faso et au Niger, voit les résultats de l'armée française ou les compare à ceux de l'armée russe, il y a là au fait une guerre de communication entre les deux pays. Donc à mon sens, il y a entre la France et la Russie une guerre de communication qui rejoint déjà l'évacuation de la précédente base où l'armée française avait affirmé avoir filmé avec des drones des mercenaires de Wagner qui auraient été surpris en train d'enterrer des cadavres pour faire croire à des exactions de l'armée française. Donc on est dans une guerre de communication. On est aussi, je dirais, dans une situation où la question fondamentale de l'insécurité se pose parce que ce n'est pas l'arrestation d'un grand chef de l'État islamique au Grand Sahara qui va régler les problèmes. Et ça pose aussi la question du positionnement finalement aussi des autorités maliennes puisqu'il s'agit encore une fois d'une annonce faite par l'état-major français auquel on a beaucoup reproché en fait de capturer, de gérer la communication sur la situation sécuritaire au Mali et d'avoir des points de vue qui sont quand même différents sur pas mal de points des communiqués des autorités maliennes. Alors Félix, on se rend compte que donc c'est dans cette même base de Ménaka que l'armée française utilisait, que les Russes vont s'installer, les Russes avec les Maliens, parce que finalement, il y a quand même une forme de différence dans l'implication. Déjà, bon, il y a une sorte d'absence de discours russe sur le Mali, et surtout quand les Russes, les assistants techniques russes sont dans une base, c'est une base qui, d'un point de vue légal, est contrôlée par l'armée malienne, ce qui n'était pas le cas de l'armée française, qui avait ses bases, ses prépositions, et qui finalement ne partageait pas l'espace avec l'armée malienne. Donc, quelque part, il peut y avoir un sentiment de réappropriation d'un certain nombre de villes, comme Ménaka, d'un certain nombre de bases militaires. Est-ce que psychologiquement, ça a son importance ? Bien évidemment, ça a son importance. Ça voudrait dire que l'on change un peu dans la doctrine, la manière dont on aborde la lutte, ce qu'on appelle la lutte contre le terrorisme. La manière dont les Russes et les Maliens procèdent, c'est qu'ils vont de concert, alors que jusqu'à présent, c'était la France qui était en première ligne et les autres avaient des zones qui leur étaient allouées. Mais il n'était pas question pour qu'ils agissent en même temps.
et soient dans les mêmes bases. Mais revenons quand même à cette arrestation. Moi, la question que ça me pose, c'est de savoir quel sera le sort de ce monsieur. Jusqu'à présent, la doctrine plus ou moins officielle était que ces chefs étaient neutralisés. Là, il n'est pas neutralisé. Où est-ce qu'il va être jugé? Qui va le juger? Il va être remis aux autorités maliennes. Est-ce que c'est l'armée française qui va le faire juger en France ou pas? Ou bien ce sera au Niger? D'un point de vue légal, il me semble difficile de le juger en France. Peut-être qu'ils vont essayer de faire appel à la Cour pénale internationale, mais juger en France un chef terroriste qui a sévi au Mali. C'est possible. S'il est avéré qu'il a été impliqué dans la mort de soldats français, juridiquement, ça peut tenir la route. Mais moi, ce qui me pose quand même problème dans tout cela, c'est que ce soit avec Barkhane, que ce soit avec les Russes, j'ai comme l'impression qu'on reste encore dans la logique militariste. Dans la région de Ménaka, il me semble que les problèmes vont au-delà de ce que l'on appelle de manière un peu trop rapide la lutte contre la lutte contre le terrorisme, et qu'il y a d'autres problèmes, et que ces problèmes en question, il faut les régler, et ils ont des bases sociales, bien évidemment. Bon, on va en parler, parce que justement, tu as publié cette année même, il n'y a pas très longtemps, une étude, un papier de recherche sur le militarisme franco-africain en échec au Sahel. D'ailleurs, il faut peut-être qu'on mette le lien en description sur la chaîne YouTube de Vox Africa et la chaîne YouTube de Décrypter l'Afrique pour que ceux qui nous écoutent puissent lire cette longue étude de plus de 80 pages. Mais disons, je reviens d'abord à toi, Hamzat. La concurrence franco-russe qu'on voit, chacun se prévalant de ses succès, est-ce qu'elle ne joue pas un rôle malsain, chacun souhaitant l'échec de l'autre et pouvant même le précipiter, cet échec? Est-ce que c'est être complotiste que d'imaginer une des deux forces complotant contre l'autre pour justement qu'elle n'ait pas de victoire trop éclatante? Disons que le timing surprend effectivement l'arrestation d'un chef, et on se demande effectivement quel sera son sort. On a un peu l'impression que la France part avec dans ses bagages un chef djihadiste arrêté. Donc ça lève des suspicions. Je pense que la communication des Russes est beaucoup plus fine et subtile et stratégique, parce qu'ils se mettent réellement derrière les autorités maliennes qui communiquent, qui reprennent effectivement la possession de leur agenda. Néanmoins, on est effectivement dans une volonté, en tout cas on s'interroge sur la France dans la mesure où on a l'impression qu'elle est davantage concernée par l'échec ou l'endiguement des Russes que par la véritable résolution des problèmes qui se posent aujourd'hui au Sahel. Donc on est vraiment sur des logiques de chasse gardée. On est également sur des intérêts évidemment stratégiques dans cette région qui est très importante à ce niveau-là. Et on est aussi dans une reconfiguration des alliances, puisque le G5 Sahel s'est terminé, et se pose également la question de la défense des intérêts français dans cette région, et aussi du côté russe, de la manière dont les Russes vont maintenant réellement assumer leur position, puisque là je dirais qu'on rentre progressivement dans le dur. Il ne reste plus que la base de Gao où l'armée française est présente, et donc après on verra effectivement concrètement quel résultat cette collaboration avec les Russes pourra donner concrètement au Mali dans le délai de la transition qui a été donné par les autorités, qui est nécessaire pour pacifier le territoire, qui est quand même une condition pour avoir des élections, on va dire, crédibles. Alors, la montée des Russes à Ménaka est-elle un moment de vérité pour la robustesse justement de ce partenariat entre Bamako et Moscou? Parce que les djihadistes qui sont bien positionnés là-bas, ils sont en nombre, on imagine qu'ils ne se laisseront pas faire, et qu'il faudra plus que quelques dizaines d'hommes en calage pour les affronter. Oui, alors on est sur la fameuse zone des trois frontières, donc Burkina, Mali, Niger. Donc effectivement, c'est une zone qui est un peu le nœud de beaucoup de difficultés, qui est marquée aussi par la problématique transnationale. Donc que se passe-t-il en termes de coopération, justement, entre les Russes et les Français qui ne veulent pas coopérer vis-à-vis de forces de déstabilisation qui ne reconnaissent pas les frontières? Donc c'est un des éléments qui va se poser, et puis aussi la manière dont
je dirais la base de Ménaka doit être également réaménagée et réintégrée dans le tissu socio-économique, comme cela a été souligné, puisque c'est un des enjeux de résolution de cette crise. L'armée malienne, finalement, a l'air d'être supplétive de ses supplétifs, qu'ils soient français ou russes. Est-ce que ce n'est pas un vrai problème de fond? Absolument, c'est un problème de fond. Il faut qu'ils se réapproprient la défense nationale. Mais il faut dire quand même que ce sont des zones périphériques où les États, l'État malien, que ce soit l'État colonial qui a précédé l'État indépendant, n'a jamais exercé le monopole de la violence légitime dans ses confins. Aujourd'hui, il y a une sorte de bouleversement dans ces zones-là, et ces bouleversements produisent de la conflictualité et produisent de la violence. Il est difficile de penser que d'un coup de baguette magique, on peut résoudre les problèmes. Ils sont suffisamment complexes pour qu'on prenne le temps de réfléchir à la meilleure manière de les aborder pour les résoudre. Et la course en avant, l'impasse de la lutte contre le terrorisme n'est pas la solution de mon point de vue, parce que ça concourt à la militarisation des conflits et ça n'apporte pas de solution. On se lance dans une longue escalade qui va durer peut-être des années et qui permet en retour à des États étrangers de rester là sous prétexte de la lutte contre le terrorisme, comme la France l'a fait depuis 2013 et que peut-être les Russes vont faire pendant des années encore. Voire les Américains. Mais je voudrais faire une information qui est peut-être passée inaperçue. Le chef d'état-major des armées françaises a tweeté la semaine dernière, ou il y a une dizaine de jours, qu'il a discuté avec son homologue russe, et qu'entre autres, ils ont parlé de la guerre en Ukraine et aussi du Sahel. Il n'a pas été plus explicite, il n'a pas dit, mais de quoi ont-ils parlé? Peut-être qu'ils ont parlé de la base de Ménaka que les Russes vont occuper avec les Maliens dans les prochains jours, les prochains mois et peut-être les prochaines années.